Les banques centrales ne comprennent pas qu'on est en économie de guerre. C'est le point de vue, sauf si je me trompe, de l'économiste Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Bon, on parle de guerre, évidemment, il y a la vraie guerre, avec, c'est vrai, des budgets militaires qui ont été revus à la hausse partout, et on sait pourquoi. Et puis il y a la guerre climatique, et voilà, le réchauffement climatique, l'eau, la biodiversité. Donc tout ça nécessite de l'argent public, et pas que public d'ailleurs, mais de l'argent public à investir chaque année. Oui, Il faut financer. Bon, il y a différents rapports. En France, il y a le rapport de Jean Pisani et de Selma Mahfouz. Il y a des travaux internationaux, par exemple d'IRENA, qui est un institut qui a fait de la recherche sur les énergies renouvelables, qui montrent que la transition énergétique, l'estimation usuelle va obliger les pays, enfin sur toute la planète, à investir 3 points de PIB. Alors, en France, c'est un tout petit peu moins parce qu'on on a 3 points de PIB de plus. De plus, voilà. Et en France, un petit peu moins. Et dans d'autres pays, c'est beaucoup plus. Puisque, par exemple, en Allemagne, c'est nettement plus parce qu'il faut sortir du charbon, etc. En Inde, c'est nettement plus puisqu'il faut en Chine, c'est nettement plus puisqu'il faut sortir du charbon. Bon, à peu près, au moins 3 points de PIB de plus. Bon. Sur 30 ans, tous les ans. Tous les ans, 3 points de PIB de plus d'investissement pour satisfaire la neutralité nette carbone de la planète en 2050 ou 2060. Alors il faut ajouter à ça, et vous avez raison, les investissements dans l'eau. Alors il n'y a pas de chiffres consensuels qui circulent, mais c'est des investissements colossaux pour économiser l'eau, faire que les canalisations fuient pas. Enfin, c'est des investissements colossaux dans l'eau. Des investissements dans la biodiversité, etc. Et puis, il faut ajouter le fait que la transition énergétique va faire monter le prix de l'énergie à cause de l'intermittence de la production des énergies renouvelables, qu'il faut compenser par du stockage, et qu'il faudra soutenir le pouvoir d'achat des ménages les plus modestes pour qu'ils ne subissent pas une hausse pas supportable des prix de l'énergie. Plus les dépenses militaires, plus la santé, l'éducation. Alors il y a la vraie guerre. Les dépenses militaires, par exemple, l'Allemagne a augmenté de 0,7 points de PIB ses dépenses militaires. La France a annoncé un budget des armées en très forte hausse. La Chine utilise une des sommes considérables pour les dépenses militaires. Et donc le monde entier fait plus de dépenses militaires, plus la santé avec le vieillissement démographique, l'éducation dans plein de pays où le système éducatif est de très mauvaise qualité, la recherche-développement où il faut des budgets de plus en plus élevés pour faire une découverte pertinente, etc. Donc on peut chiffrer, en gros, c'est un chiffrage pas à la louche, mais enfin, c'est pas très loin. Peut-être à 5 points de PIB, le besoin d'investissement et de dépenses publiques additionnelles. Public ou public et privé? Public et privé. Et alors, on sait que dans le domaine de la transition énergétique, c'est des dépenses qui sont moitié publiques, moitié privées, à peu près. Voilà. Donc, 3 points de PIB pour la transition énergétique, moitié public, moitié privé, et 2 points de PIB pour le reste des dépenses publiques, 0,7 de militaire, de la santé, de la recherche-développement, de l'éducation. Comment on finance ça? Alors voilà. C'est ça le sujet, vraiment. Alors aujourd'hui, peu de pays ont des marges de manœuvre budgétaires. Les pays européens, en moyenne, ont une dette publique qui fait 100% du PIB. Les États-Unis, alors vous comptabilisez différemment la dette publique aux États-Unis parce qu'il n'y a pas les collectivités locales. Si vous rajoutez les collectivités locales, les États-Unis ont une dette nettement supérieure à 120 ou 130% du PIB. Le Japon est à 250% du PIB, etc. Donc, on n'a pas de marge de manœuvre sur la dette publique. Et voilà. Et pourtant, on voit venir un mouvement de retour à des politiques monétaires et budgétaires traditionnelles, les politiques qu'on avait dans le passé lorsqu'on n'était pas dans cette situation de guerre de toutes sortes. Les États-Unis, l'accord budgétaire entre les républicains et les démocrates implique le gel des dépenses publiques sur quelques années. Dans la zone euro, la Commission européenne dit qu'il faut revenir à 3 points de PIB maximum de déficit public et qu'il faut revenir progressivement à 60% du PIB de ratio de dette sur PIB. Ça va être compliqué. 20 ans ou 30 ans, mais enfin, je veux dire, il y a des pays comme l'Italie qui sont à 150%. Quoi, je veux dire, et la France est à 112 au premier trimestre 2023. Et puis, les banques centrales ont gardé leur objectif d'inflation à 2%.
les États-Unis, le Royaume-Uni, la Suède, l'Europe, l'Australie, etc. Et la France vise toujours d'ailleurs moins de 3% de déficit public en 2027. Et alors là, quand vous regardez le programme de stabilité qui a été déposé en avril par le gouvernement français, il vise de passer le déficit public de 4,9% cette année à 2,7%, mais inclut 1 point de PIB de hausse des intérêts sur la dette publique. Donc si vous regardez les dépenses publiques vraies, elles ne baissent pas de 2,2 de PIB, elles baissent de 3,2 de PIB sur cette période. Donc, la stratégie officielle de l'ensemble des gouvernements de l'OCDE, c'est de dire, malgré ce besoin pratiquement de 5 points de PIB de dépenses publiques et privées supplémentaires, et ce besoin de 3 points de PIB d'investissement public et privé supplémentaires pour la transition énergétique, nous maintenons les règles monétaires et les règles budgétaires antérieures. Ouais. Alors je crois que d'abord ça ne marchera pas et ce n'est pas responsable. Il faut voir qu'on est dans une situation d'économie de guerre. C'est la vraie guerre, hein, parce qu'il y a cet effort d'armement qui est très nécessaire. Les pays européens en particulier ont sous-investi dans le militaire structurellement, parce qu'ils croyaient que la chute du mur et le changement de régime en Russie faisait disparaître le risque de guerre. Puis il y avait le parapluie américain aussi. Et puis il y a cette guerre contre le réchauffement climatique, il y a la guerre pour l'accès à l'eau. Et donc il faut en tirer toutes les conséquences de cette économie de guerre. Alors si vous avez deux stratégies. Alors c'est la stratégie européenne ou américaine présente, c'est le maintien des règles antérieures. Donc la règle de déficit public et la règle monétaire qui vous impose une inflation pas supérieure à 2%. Ce n'est possible que si vous avez des politiques complètement restrictives. L'inflation va naturellement passer au-dessus de 3% structurellement. Les déficits publics vont rester très élevés parce qu'il y a toutes ces dépenses publiques supplémentaires à faire. Et donc ça veut dire que vous allez freiner votre économie en permanence par des taux d'intérêt réels, corrigés de l'inflation élevée, et vouloir... Si vous voulez financer des dépenses publiques de transition énergétique, d'eau, etc., de rénovation, de changement de l'agriculture, ce qui va coûter énormément d'argent, vous allez devoir faire chuter les autres dépenses publiques. Ouais. Donc les dépenses... alors c'est l'essence du programme de stabilité par le gouvernement français. C'est pas une baisse de la dépense publique, c'est une dépense publique qui augmente moins vite que l'activité. C'est une dépense publique qui augmente de 1 point de moins chaque année que le PIB. Hein, et que le PIB qui est évalué... C'est pas dramatique, non, c'est pas de l'austérité, c'est pas de l'austérité. Non, mais enfin, le PIB est évalué, enfin, la croissance moyenne est évaluée pratiquement à 1,6%, on n'a jamais fait ça. Si vous prenez une hypothèse plus raisonnable de croissance du PIB moyen sur la période 2023-2027, qui est 0,8, ça veut dire que les dépenses publiques devront augmenter à peu près comme le PIB. Hein, et donc, on n'a jamais fait ça. Les dépenses publiques en France, en moyenne, en France par exemple, augmentaient de 1,2-1,3% en volume par an. Donc passer de 1,2 à 0,6 points moins de PIB, c'est pratiquement zéro. Ça n'est possible que si vous effondrez un certain nombre de dépenses publiques qui ne sont pas jugées comme prioritaires. Donc des dépenses d'éducation, des dépenses de santé, etc. Et donc ce ne sera pas possible. On ne le fera pas. On ne le fera pas. On verra année après année qu'on n'arrive pas à satisfaire ces nouvelles contraintes budgétaires surtout si la BCE maintient des taux d'intérêt élevés pour réduire structurellement l'inflation. Donc je crois qu'il faut se dire on est en économie de guerre et on va changer les règles. Et changer les règles, il faut le faire de façon cohérente. Si vous changez la règle budgétaire sans changer la règle monétaire, vous faites une catastrophe parce que vous faites exploser la dette publique. Et donc il faut changer les règles de façon cohérente. Donc il faut changer l'objectif de la BCE
par exemple pour passer de 2 à 3% d'objectif d'inflation, ce qui permettra à la BCE de respecter son objectif d'inflation en maintenant des taux d'intérêt réels faibles. Et si les taux d'intérêt réels sont faibles, ça donne des libertés à la dépense publique et aux investissements publics beaucoup plus élevés que sont élevés. Donc voilà. Donc tout est sur les épaules, en gros, de la Banque Centrale Européenne. C'est une coordination. Il faut que les banques centrales se coordonnent avec les gouvernements. Si vous avez des taux d'intérêt réels, par exemple, 1 point inférieur à la croissance réelle de l'économie, si par exemple, vous avez 1 point de croissance par an, vous avez des taux d'intérêt réels à 0, hein, vous avez la liberté d'avoir un déficit. Par exemple, dans le cas de la France, vous pouvez utiliser ce point pour faire du déficit public supplémentaire, et donc vous faites 1,1%, un point de PIB de déficit public supplémentaire sans faire monter le taux d'endettement public. Oui. Donc c'est la clé de pouvoir faire ces dépenses publiques nécessaires, c'est le changement. Y aura-t-il une révolution copernicienne dans la tête de nos dirigeants monétaires et au niveau de la Commission aussi? Je crois que non, malheureusement. Enfin, on ne sent pas venir. On prend pas le chemin. Alors, il y a des proxys. Bon, la Commission européenne accepte de... Enfin, il y a une majorité de pays qui acceptent que la Commission s'endette à la place des États. On a commencé par le programme, le programme qui s'appelait Next Generation EU, hein, c'est quand même 800 milliards d'euros, donc on a dépensé que la moitié à peu près. Il y a les programmes de transition vers une industrie verte, etc. Et donc, si la Commission européenne s'endette à la place des États, ça crée une marge de manœuvre, parce que la Commission a une marge d'endettement avec un très bon rating, etc. Mais bon, le mieux, ça serait de dire... comme après la Seconde Guerre mondiale, quand il fallait reconstruire l'Europe et qu'il fallait aussi refaire plein d'investissements aux États-Unis, tous les gouvernements ont accepté une inflation nettement plus forte que les taux d'intérêt, ont maintenu des taux d'intérêt assez bas, on a accepté une inflation plus forte, et donc ont eu la capacité de faire plein de dépenses publiques en faisant baisser le taux d'endettement public. Et je crois que la stratégie opposée ne marchera pas, ou alors on renoncera. On aura 4 degrés de hausse de la température à la fin du siècle, parce qu'on renoncera aux investissements. Ce sera la faute des banques centrales, c'est pas un peu facile comme attaque, ça, quand même, non? Pardon? De dire que ce sera la faute des banques centrales, au final? Non, je crois que l'environnement est extrêmement différent. On ne peut pas appliquer les mêmes règles dans un environnement où on a des besoins énormes d'investissement qu'on a bien identifiés et mesurés, et dans une période qui était la période de la création de l'euro, où on n'avait pas identifié ces besoins d'investissement. Mais s'agissant du cas de la France, on pourrait en finir là-dessus. On pourrait imaginer aussi d'avoir des politiques publiques plus efficaces et mieux mesurer la productivité entre guillemets, des investissements ou l'efficacité des investissements publics. Bien sûr, mais ça c'est du long terme. Et puis, vous savez que si vous aviez un taux d'emploi identique en France à ce qu'il est dans les pays d'Europe du Nord, il n'y aurait pas plus de dépenses publiques par rapport au PIB que dans les pays, dans la moyenne des pays de la zone euro. Donc le taux de dépenses publiques de la France, c'est un peu une illusion statistique. C'est lié au fait que le taux d'emploi est extrêmement faible. Donc bien entendu, il faut faire monter le taux d'emploi. Simplement faire monter le taux d'emploi, c'est réformer l'école. Réformer tout le système de formation professionnelle, ça va mettre 10 ans, 20 ans. On ne peut pas attendre 10 ans, 20 ans pour avoir des marges de manœuvre budgétaires. Bon. Donc voilà, on est entré en économie de guerre, il faut en tirer toutes les conclusions et toutes les conséquences. Je crois, oui. Bon, merci beaucoup. Point de vue signé Patrick Artus, chef économiste de Natixis. Merci Patrick. Merci David.